Le suicide d'un proche laisse un vide brutal. Mais il laisse aussi des questions sans réponse, de la culpabilité, parfois de la colère, souvent du silence. Pourquoi n'avons-nous rien vu ? Pourquoi n'a-t-il rien dit ? Et si ce type de deuil est à part ? Il est plus complexe, plus lourd à porter, car il confronte non seulement à la perte, mais aussi à l'incompréhension et à une forme de rupture du lien. Dans cet épisode, nous allons tenter d'ouvrir un espace de parole pour celles et ceux qui restent et qui doivent réapprendre à vivre malgré l'inexplicable. Comment vivre après le suicide d'un proche ? Avec Evelyne Joss, psychologue clinicienne et psychotraumatologue. Bonjour Evelyne Joss. Bonjour Marjorie. En quoi donc le deuil après un suicide est-il différent des autres types de deuil ? Et l'est-il réellement ? Oui, alors peut-être déjà pour commencer, moi j'expliquerai qu'il y a différents types de suicides parce que ça va évidemment faire des deuils très différents. On a le deuil impulsif, c'est un coup de tonnerre dans un ciel bleu, un coup de tête et la personne s'est suicidée, souvent sur une colère ou sur une déception. Et donc là, bien sûr, c'est l'incompréhension complète pour l'entourage, c'est le choc traumatique. Pour d'autres, le suicide a été planifié, parfois depuis longtemps. Ces personnes-là laissent généralement une lettre. Quand elles ne laissent pas de lettre, on a des preuves que la personne préparait son suicide parce qu'elle a réglé des choses, par exemple au niveau administratif. Et donc là, c'est très culpabilisant pour l'entourage. Pourquoi j'ai rien vu ? S'il a planifié, ça durait, il a eu cette idée en tête depuis un certain temps, je n'ai rien vu, j'aurais dû faire quelque chose. Il y a le suicide agressif, on en parle très peu, mais ce sont des suicides où la personne profère des menaces avant son décès, en disant « et tu auras ma mort sur la conscience, et si je me suicide, ce sera de ta faute », ou qui laisse des lettres accusatrices. Et donc là, évidemment, ce sont des deuils qui vont être terriblement marqués par la colère par rapport au défunt contre cet acte violent, donc la réponse va être la colère par rapport à la violence de l'acte, mais aussi culpabilité. Oui, complètement. Et donc là, on va souvent avoir ce type de suicide quand une personne a quitté une autre, suite à une rupture ou une grosse déception au niveau professionnel, par exemple. Et puis, il y a des suicides existentiels. Donc là, on ne sait pas trop bien pourquoi la personne se suicide. Il n'y a pas de maladie mentale, mais la personne, finalement, n'a jamais trouvé de sens à sa vie. Et pour des parents, par exemple, ça, c'est très culpabilisant de ne pas avoir réussi à donner le goût de la vie à cet enfant. Qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on a mal fait ? Qu'est-ce qu'on a raté ? Et donc, ça crée aussi cette situation, une sorte de douleur existentielle chez les parents. Le suicide qui suit une pathologie mentale, donc il y a des personnes qui sont terriblement dépressives ou qui ont des maniaco-dépressions ou des troubles obsessionnels compulsifs ou des hypocondries, donc ils croient tout le temps qu'ils ont une maladie et ils en ont marre, à un moment c'est trop et ils se suicident. Alors là, pour l'entourage qui a souvent soutenu pendant de nombreuses années la personne suicidée, c'est un soulagement pour lui, il ne souffre plus, enfin, il a trouvé la paix, mais aussi un soulagement pour soi parce qu'on a porté à bout de bras. Et donc, ça crée aussi de la culpabilité, mais un autre type de culpabilité qui est d'être soulagé. Mais il y a souvent une confusion entre j'ai désiré sa mort et j'ai désiré que cette souffrance s'arrête et pour lui et pour nous, son entourage. Et le dernier type de suicide, c'est le suicide altruiste. C'est le suicide que des personnes font, notamment les personnes âgées. On n'en parle pas beaucoup, mais en fait, le taux de suicide chez la personne âgée est important. Au niveau de la population générale, c'est la tranche d'âge où on a, après les jeunes, c'est là, enfin, ou les tout jeunes ou les adolescents, je ne sais plus très bien, mais c'est en numéro 1 ou en numéro 2, les personnes qui se suicident le plus. Et c'est parfois pour ne pas être un poids pour l'entourage. Quand la personne apprend qu'elle va être Alzheimer, qu'elle a reçu le diagnostic, parfois elle met fin à ses jours, ou quand elle devient indépendante pour ne pas être un poids pour son conjoint ou pour ses enfants. Et là, on voit évidemment que le suicide est un acte d'amour, mais en même temps, le défunt a décidé pour les autres, ce qui était lourd ou pas pour eux. Donc ça peut aussi créer de la colère. Alors, en quoi ce deuil est différent ? Évidemment, il y a des similitudes avec d'autres deuils, notamment les deuils traumatiques. C'est par exemple que c'est souvent
caractère brutal et inattendu. Là, c'est vraiment typique de ce cas de figure, c'est la découverte du corps. Alors, bien sûr, dans d'autres types de décès, on est confronté aussi au cadavre, mais on a été préparé. Mmh. C'est-à-dire, soit on suit les derniers moments et donc on sait que la personne va décéder, soit si c'est un accident et qu'on va voir la personne à la morgue, il y a le personnel médical ou infirmier qui est là pour nous aider, ou psychologue, pour nous aider, qui nous explique dans quel état le corps. Ici, c'est vraiment la surprise. On ne sait pas avant, alors que dans les autres morts, on sait avant de voir le corps. Bien sûr, le fait que c'est une mort qui est perçue comme un peu absurde. D'habitude, on répugne à s'approcher de la mort, on a peur de la mort, et là, ce sont des personnes qui ont été vers la mort. Bon, quand les personnes sont jeunes en plus, c'est il avait toute la vie devant lui, Mmh. donc c'est vraiment vu comme quelque chose d'absurde et comme quelque chose d'évitable. J'aurais pu faire quelque chose, j'aurais dû voir. Alors ça, c'est un petit peu de la pensée magique, évidemment, hein, parce que les personnes ne se suicident pas pour rien, hein, c'est généralement, évidemment, lié à une grande souffrance existentielle. Et donc, ce n'est pas parce qu'on a fait un acte un jour que la personne se suicide, et ce n'est pas non plus parce qu'on a fait un acte un jour que la personne ne se suicidera pas. Ah. Pourquoi, du coup, ce deuil est souvent plus long, plus silencieux, voire plus tabou? C'est vrai que la société, encore une fois, Mhm. a du mal à accepter cet acte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors déjà en termes d'émotion, et ça c'est aussi spécifique de ce type de deuil, la colère, on peut la trouver dans d'autres deuils. Par exemple, je suis fâchée contre mon mari s'il avait consulté plus tôt un médecin, s'il avait moins fumé, etc. Mais elle est évidemment exacerbée dans le cas du suicide. Colère contre le défunt, il nous a abandonnés, comment est-ce qu'il a pu faire ça? Comment est-ce qu'il a pu me faire ça à moi, mais aussi à nos enfants? On parle souvent d'égoïsme du On parle de suicidé. la oui, de lâcheté, c'est aussi contre soi-même, colère contre soi-même parce qu'on n'a pas agi de façon adéquate, hein. Ça, c'est un petit peu ce qu'on appelle le biais rétrospectif. Il était maussade ce jour-là, j'aurais dû le pousser à parler, et donc des détails qui prennent du sens, Mmh. mais après coup, alors que A ce sont posteriori, quoi. voilà, et ce sont des détails, heu, d'une grande banalité, hein. Il était fatigué, il était maussade. Donc il y a cette colère, colère contre l'entourage qui est pas toujours non plus adéquat, certainement encore moins que dans les autres deuils. Honte aussi, on parlait de la stigmatisation sociale et on va en reparler, mais donc la honte, le regard des Des autres autres. sur moi, hein, je suis dysfonctionnelle, un couple dysfonctionnel, une famille dysfonctionnelle, j'ai pas aimé assez mes enfants ou pas correctement, sinon ça, ce serait pas arrivé. C'est ça que je vais voir dans le regard des autres, ou c'est ça que les autres me renvoient, hein: «Qu'est-ce que tu as fait pour que ton fils en arrive là?» Donc il y a aussi des phrases extrêmement maladroites, comme ça, qui Extrêmement peuvent, oui, dur, quoi. extrêmement violentes. Et donc aussi une des caractéristiques, et qui fait que c'est plus long, c'est qu'on ne comprend pas les motivations. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Est-ce que c'était prévu de longue date? Les souffrances cachées, pourquoi est-ce qu'il n'en a pas parlé? Pourquoi moi je suis sa mère, on s'entendait bien, pourquoi il s'est pas ouvert à moi? Pourquoi est-ce qu'il a pas été voir un thérapeute? Qu'est-ce que j'ai négligé Mmh. comme signe? Et donc il y a un deuxième deuil à faire, je dirais, c'est qu'il y a le premier deuil qui est le deuil de la personne, puis il y a le deuil du sens, quoi. On va Mmh. devoir renoncer, à savoir. Donc il y a ces émotions-là. Une émotion qu'on ne trouve normalement pas ou très peu dans d'autres deuils, c'est la peur. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu un membre de leur famille, un proche par suicide, qui ont peur que d'autres personnes, Ah surtout oui, si elles sont plus fragiles, passent à l'acte suicidaire, ou que même elles-mêmes passent à l'acte. comme s'il y avait une hérédité. Voilà. Et donc, en fait, les études montrent en plus, effectivement, que dans une famille où il y a une personne qui s'est suicidée, le risque est plus élevé. Donc ça va être aussi une caractéristique, et aussi qui fait que, bon, ça freine ces émotions très intenses et complexes et qui se mélangent, retardent ce processus de deuil, en tout cas le complique. Et donc, ce qui est aussi caractéristique de ce deuil, qu'on peut trouver aussi dans d'autres deuils, c'est que le suicide est encore frappé d'un tabou moral,
on ne peut pas mettre fin à sa vie. Religieux, pour ceux qui sont croyants, c'est Dieu qui a donné la vie, c'est un péché. C'est parfois criminalisé, c'est encore criminalisé dans certains pays. Les personnes qui font des tentatives de suicide, peuvent être condamnées et même d'emprisonnement et ça l'était jusqu'au code Napoléon aussi en France. Donc ça reste. Alors cette stigmatisation, elle est compliquée parce qu'elle fait taire. Les personnes s'autocensurent. Elles ne veulent pas en parler. Et souvent, on ne parle pas non plus aux funérailles du fait que c'était un suicide. Parfois, on se tait aussi pour protéger les enfants. Et donc, cette stigmatisation, elle frappe à plusieurs niveaux. Ça peut être je suis quelqu'un de mauvais, je suis un mauvais mari ou une mauvaise épouse, j'ai pas pu protéger mon conjoint ou mes enfants, je suis pas un bon ami, un ami fidèle qui doit toujours être là et solidaire, sinon, mon ami ne serait pas mort aujourd'hui. Donc il y a une sorte de condamnation qu'on a peur de voir dans le regard de l'autre et qui fait qu'on l'évite et que souvent on se on se renferme. Mais le fait de se taire, on ne reçoit pas de soutien. Quand on en reçoit, c'est pas toujours adéquat. La famille, par exemple, imaginons une grand-mère, son beau-fils s'est suicidé, elle peut dire à sa fille: «Mais enfin, comment il a pu faire ça?» parce qu'elle est en colère contre le défunt, parce qu'il fait souffrir Sa fille. sa fille et fait souffrir ses enfants, enfin Mmh. ses petits-enfants. Mmh. Donc c'est difficile aussi pour l'entourage, pour, les proches. On parlait de culpabilité tout à l'heure. Est-ce que c'est inévitable, on va dire? Et j'ai un peu l'impression que ça l'est, mais vous allez nous le dire. Mais surtout, la question, c'est comment on peut gérer cette culpabilité? Oui, alors la culpabilité, elle est presque inévitable dans le deuil par suicide. Elle est déjà très fréquente dans beaucoup de deuils, pas à cette Mmh. intensité-là, mais elle va quand même avoir des intensités différentes en fonction de certains facteurs. Si le défunt a laissé une lettre en disant: «Je n'en peux plus, je vous aime, vous n'y êtes pour rien», ou si la personne s'est suicidée après une rupture même sans avoir été accusateur, c'est clair que ce sont, des culpabilités qui vont être intensifiées par le contexte. Plus on est proche de la personne, plus on sent qu'on a un rôle par rapport à elle, plus on va évidemment aussi se sentir coupable. Si le défunt avait des antécédents psychiatriques, ça peut aussi diminuer la culpabilité parce que la personne comprend mieux que le passage à l'acte suicidaire n'est pas à cause d'elle, mais en raison de cette, maladie mentale Mmh. ou de Mmh cette, mh. souffrance, psychologique. Alors, c'est important de comprendre qu'en fait, une personne ne se suicide pas pour quelque chose qu'on a dit ou qu'on a fait. La personne, elle se suicide tout simplement parce qu'il y a cette détresse psychologique et que même si on est, très aimant, l'amour n'est pas tout puissant, donc Mmh. c'est important de renoncer à cette toute-puissance où on pense qu'on aurait pu tout voir, tout faire Mmh. et tout empêcher. Il faut se dire aussi que la majorité des personnes qui se suicident, c'est quand même 60 des personnes qui se suicident, il n'y a pas de signe manifeste Ah oui. avant le suicide. Parce que bien sûr, si vous voulez réussir votre suicide, quand vous êtes déterminé, vous allez faire en sorte que votre entourage ne s'en inquiète pas, Mmh, mmh mh. justement Pour pouvoir réussir. pour pouvoir le réussir, qu'ils mettent pas des bâtons dans les roues. Donc oui, on peut se dire que j'ai été là du mieux que je pouvais, mais ça n'a pas suffi. Les choses n'étaient pas entièrement entre mes mains. Donc c'est accepter que la culpabilité, c'est une réaction complètement normale, mais que c'est pas une réalité objective. Par contre, est-ce que chercher sans cesse à comprendre, ça, c'est une étape, du deuil ou est-ce que c'est un piège? Les 2. C'est-à-dire, c'est une étape tout à fait normale. Notre besoin en tant qu'être humain de comprendre et de maîtriser, ça passe par la compréhension. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que les personnes, elles tournent en boucle. Et à ce moment-là, ça devient un piège qui se Oui, bah, referme c'est sur ça, elles. ouais. Parce que ce sont des réponses qu'on n'aura jamais. Et donc, à un moment, il faut accepter qu'on ne comprend pas tout et accepter qu'on aime la personne qui est décédée et qu'on ne comprend pas tout ce qu'elle a fait, qu'on ne comprend pas pourquoi elle l'a fait. Heu, c'est un moment, il va falloir
choisir la vie plutôt que la mort psychique. Il va falloir déceler son destin du défunt en faisant ce deuil de la compréhension. Il y a des choses qu'on ne comprendra jamais et on peut quand même aimer les personnes. On peut aussi leur en vouloir. Bien sûr, hein, il y a beaucoup de colère souvent de se sentir abandonné, de oui, d'avoir été laissé pour compte. Au niveau de l'estime de soi, ça a énormément d'impact. Il Je n'ai pas réussi à le rendre heureux Mmh, mmh mh. ou à rendre mon enfant heureux, mon conjoint heureux. Donc ça veut dire que je ne suis pas une bonne personne. Et donc ça peut avoir des impacts, avec des sentiments d'indignité ou d'illégitimité à être encore en couple parce qu'on n'est pas capable de ou à être parent. Donc Mmh. même si on a d'autres enfants, on reste évidemment parent, mais par exemple, on va, soit devenir beaucoup plus sévère ou au contraire beaucoup plus laxiste en fonction de comment on a été avec la personne décédée. On va parfois faire un virage, à 160 degrés, quoi. Pourquoi les proches d'une personne suicidée se sentent, parfois isolés? On en a pas mal parlé, mais ce côté, encore du point de vue de la société? Mais je pense qu'il y a vraiment cette stigmatisation qui est liée à tout ce poids religieux. Finalement, c'est pas si vieux, Mmh. que l'Église a moins d'impact dans nos sociétés. Dans beaucoup de sociétés, comme, je vous l'ai dit, ça reste, très religieux, donc très condamné, c'est un péché. Donc c'est encore très, très présent, moralement aussi, puisque je vous dis, c'est le code Napoléon qui a fait sauter, le fait que Ouais. c'était un crime de se suicider. Donc il y a quand même beaucoup cette stigmatisation. Il y a quand même 57% des personnes l'entourage d'un proche décédé par suicide qui dit que dans les 6 mois, qui a suivi le décès, elle a senti cette forme de Ah stigmatisation oui. qui peut être explicite, hein, c'est un lâche ou qu'est-ce que tu as fait pour qu'ils en soient arrivés là, mais ça peut être aussi des silences gênés, ça peut être le fait que les personnes ne viennent pas présenter leurs condoléances, par exemple. Mmh. Hein, donc elles se sentent plus isolées aussi parce que dans les faits, déjà si c'est le deuil d'un enfant, il y a beaucoup de moins de personnes qui viennent parce que on est contaminé par la douleur des parents et donc on se protège. Ça veut dire qu'il faut être en zone d'effort pour pouvoir être là et pouvoir parler, du défunt. Et quand c'est un suicide, que c'est en plus une mort qui a été, recherchée, je crois que ça met encore plus l'entourage mal à l'aise. Donc il y a cette stigmatisation qui fait que les personnes s'autocensurent, ne parlent pas, et sont beaucoup plus isolées. Alors ces personnes endeuillées par suicide, comment on peut les accompagner, nous, la famille, les proches, encore une fois, les amis même? Alors, je pense que la chose la plus importante, c'est d'être présent sur la durée. C'est vrai pour tous les deuils, mais comme, les deuils, par suicide sont souvent plus longs, bah, il faut tenir le coup aussi en tant qu'entourage. Donc c'est d'être là quand ça va pas, mais c'est aussi être là quand ça va mieux, hein. C'est-à-dire ça, c'est ce qui montre qu'on a un soutien indéfectible, c'est qu'on est là pour les dates, qui sont plus sensibles, les événements qui sont plus sensibles, mais aussi quand ça continue et que ça va mieux. Mmh. Je crois que ce qui est important aussi, c'est les gestes concrets. Souvent, on dit: «Ah, mais tu passes à la maison quand tu veux ou si tu as Mmh. besoin, tu appelles». C'est rare que les personnes, endeuillées qui vont très, très mal prennent leur téléphone. Ouais, C'est mieux de proposer des choses. Par ouais. exemple, «Dimanche, je viens te chercher pour faire une balade. Est-ce que ça te va? Tiens, je peux aller chercher tes enfants à l'école, Lui toute la proposer semaine». des actions quoi, Des accents, finalement. des choses très concrètes. La personne peut refuser et il faut continuer à proposer, Mmh. même si la personne refuse. Parce qu'en fait, ce qui va se créer dans sa tête à la personne, c'est qu'elle n'est pas seule, même si elle refuse votre aide. Ne pas éviter le sujet, mais c'est difficile parce que nous sommes en zone d'effort. Donc, proposer à l'endeuillé, est-ce que tu as envie de parler de ton fils, par exemple? On a peur parce que bon, on est contaminé comme je le disais et puis on a parfois l'impression qu'on suscite la souffrance parce que la personne va Mmh. commencer à pleurer. Mais en fait non, on lui offre simplement l'espace. Écouter, hein, parfois écouter et simplement être là, on n'a pas besoin de dire grand-chose, hein, c'est beaucoup la présence qui est importante
Et puis éviter des maladresses comme de dire, «Mais il a choisi». Ben non, en fait, parce que c'est pas un vrai choix le suicide. On est poussé au suicide plutôt, c'est-à-dire que c'est plus une détresse qui va pousser qu'un choix délibéré et rationnel. Et puis je pense que l'aide d'un professionnel, alors d'un professionnel ou Ou de groupe? de groupes de Il y en a des parole. spécifiques pour le suicide? Oui, oui, il y a des groupes spécifiques pour le suicide, il y a des lignes d'écoute, il y a, aussi des ressources, sur des forums, où les personnes peuvent poser des questions, échanger. Il y a, des associations, qui créent des événements spéciaux pour le 10 septembre, qui est la journée mondiale pour le suicide, qui et donc où dans lesquels on peut s'investir, hein. Ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui peut donner du sens à la vie de la personne. Alors, si on revient à ceux qui restent donc, est-ce que on peut réellement, hein, soyons clairs, concrets encore une fois, est-ce qu'on peut se reconstruire après, un tel traumatisme selon le degré de suicide dont vous avez parlé au début, mais, et à quel rythme? Oui, heureusement qu'on peut, s'en remettre. C'est vrai que c'est plus long. On considère qu'en général, pour se remettre d'un deuil, d'après les recherches, c'est entre 2 à 5 ans. Alors pour s'en remettre, ça ne veut pas dire qu'on va tout à fait bien, mais en tout cas pour avoir une amélioration significative. Bien sûr, quand on va voir un thérapeute, ça peut aller mieux parce que lui aussi, il va un peu dénouer Mmh. tous ces nœuds, tous ces fils par rapport à la culpabilité, la colère. Hem Oui, en effet, c'est le rythme, il est très individuel, il va dépendre du type de suicide, et il va surtout dépendre de l'aide que les personnes vont s'octroyer. Et je pense vraiment que d'aller dans des groupes de soutien, échanger, entendre d'autres personnes qui ont perdu parfois leur enfant plusieurs années, qui ont fait tout un trajet, et voir comment ils ont fait ce trajet, à quoi ils en sont arrivés et qui se sont autorisés à vivre, hein. C'est ce que j'appelle déceler son destin de celui du défunt et c'est d'autant plus difficile de le déceler qu'on se sent coupable. C'est vraiment des choses qui peuvent être extrêmement aidantes. Et à quel moment, en tout cas à quel signe, on peut voir qu'une personne a besoin d'un soutien professionnel, d'un thérapeute, de l'EMDR, d'un groupe de parole? Quand la souffrance est vraiment très prolongée, très profonde, qu'on ne voit pas d'amélioration, que les choses sont bloquées, il y a pas des moments où ça va plus mal, des moments où ça va un peu mieux, il y a pas de répit par rapport à la souffrance. Il y a des idées suicidaires, la personne se néglige complètement, veut plus sortir du tout de chez elle, néglige son hygiène, se plaint de cauchemars. Là, je pense vraiment qu'il faut, aller voir un thérapeute et l'isolement persistant, c'est-à-dire des personnes vraiment qui se Qui replient, veulent plus voir voilà, personne? qui veulent plus Ouais. voir Mmh. personne parce que ça va vraiment pas les aider. Et comment on vit avec, l'absence? Est-ce qu'on peut être dans le rituel à ce moment-là ou? Oui, bien sûr, on peut, être dans le rituel, hein, c'est, souvent, ce que je vais vous donner comme conseil, c'est des rituels qui vont structurer, qui vont donner du sens à ce qui n'en a pas, parce que c'est effectivement, absurde parfois pour l'entourage. Ça ne l'est Mmh. jamais évidemment pour la personne qui se suicide, de ne pas comprendre. Oui, c'est d'accepter qu'on peut vivre avec un mystère, avec, une espèce de trou noir dans la vie de l'autre qu'on ne comprendra, jamais. C'est de créer ce lien continu, donc c'est-à-dire, le lien interne en reprenant, à son compte des valeurs de la personne, en vivant aussi une partie de, c'est parfois de trouver des petits micro-sens, de pouvoir, s'émerveiller devant un coucher de soleil, mais surtout, moi, je dirais dans ces cas-là, c'est quand même d'aller voir un thérapeute. Mmh. Parce que ces émotions sont tellement complexes. La peur de mourir soi-même, la peur que, enfin, de par suicide, de se Mmh. suicider, que d'autres membres de la famille se suicident, la culpabilité, la colère. Il y a beaucoup de confusion aussi dans tout ça et un thérapeute peut apporter un éclairage. Hein, la culpabilité, ça ne dit pas qu'on est coupable, ça dit simplement qu'on était très attaché à la personne. Ça dit qu'on n'a pas compris. Et quand on comprend pas la part de l'autre, on s'attribue cette part et Mmh. donc du coup, on devient coupable. Et ça, ce sont des choses qu'avec un thérapeute, on va mieux comprendre que une personne n'est pas l'autre, qu'un contexte n'est pas l'autre, que même un frère et une sœur n'a pas la même vie et que donc ce n'est pas parce qu'on est aussi fragile qu'on va se suicider. Enfin, il y a des tas de choses qui sont à dénouer.
Et la colère, par exemple, pouvoir lui donner un espace pour pouvoir ventiler cette colère avec des scènes imaginaires où on va dire au défunt ce qu'on a envie de lui dire. C'est terriblement réparateur parce que souvent, après la colère, il y aura la tristesse et après la tristesse, il y a l'apaisement. Et donc, cette scène imaginaire permet de ne pas garder tout ça en soi, mais de l'exprimer, de ventiler. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur le cerveau. Comme ça, on va se dire: «Mais je sais que ce n'est pas vrai, comme pour de vrai, comme disent les enfants». Mais en fait, au niveau de notre cerveau, les connexions entre les neurones vont se modifier. Donc de faire ces scènes imaginaires, ça a un véritable effet au niveau de notre cerveau pour modifier le souvenir. Alors quand on dit modifier le souvenir, toute chose étant égale par ailleurs, c'est-à-dire c'est l'émotion qui va pouvoir évoluer. Ça veut dire qu'un jour, on peut ne plus souffrir tout en ayant quand même le souvenir? Je ne dis pas que c'est garanti pour toutes les personnes. Des personnes vont continuer à souffrir, mais d'autres personnes, oui, vont tout à fait bien et ont décidé de vivre. Et donc, par exemple, par rapport aux scènes imaginaires, les défunts sont nos alliés. Une psychologue belge qui est professeure à l'université dit que ce sont des cothérapeutes. Parce que dans ces scènes imaginaires, de façon très naturelle, souvent les défunts viennent dire: «Tu as le droit de vivre, toi aussi tu as le droit d'être heureuse, je t'aime, tu seras toujours ma mère, ou mais maintenant tu dois vivre». Et donc, c'est tout à fait merveilleux de faire ces séances parce que les personnes le vivent comme très intense. Souvent d'ailleurs, elles le vivent comme une vraie présence du défunt, même si elles ne croient pas en la vie après la mort. Et donc ça a des effets extrêmement positifs. Evelyne Josse, merci beaucoup. Merci Marjorie. Retrouvez tous les épisodes de la saga Tranche de vie sur l'espace Perte d'un proche sur massif.fr.